Salut à tous, c'est Gab, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'entrepreneur. J'ai eu un petit problème de micro pour ma part, donc la qualité audio pour moi n'est pas hyper bonne, on a essayé de faire au mieux en post-prod. En revanche, chers auditeurs, je vous invite à rester jusqu'au bout de cet épisode, il est absolument fabuleux, on a eu un invité exceptionnel, Raph était au top de sa forme. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse démarrer, je vous laisse avec l'introduction, et puis on se retrouve en commentaire et sur les réseaux sociaux. Salut, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'entrepreneur. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien avec Raph évidemment. Salut Raph, comment ça va? Bah écoute, ça va super, et toi, comment tu vas? Bah Pas écoute, trop ça fort va, moral? encore ça va, mais ce qui est très embêtant ce matin, c'est que vous le savez, on n'est pas dans des studios pro et il y a des gars qui se sont mis à faire des travaux depuis 8 heures du mat. Voilà un petit extrait en direct. Mais bon, on va essayer de faire abstraction de ça. On a un invité de dingue aujourd'hui. Voilà, je dois vous dire que je l'adore. Il a un nom de famille tellement stylé. C'est le même que le mien. On se connaît un peu, c'est un gars adorable, intelligent, instruit sur à peu près tous les sujets. En plus de ça, il est beau gosse. Voilà, faut le dire. Autant vous Ouais, dire que alors ce ça qu'on va promet. dire quand même, c'est qu'on n'est pas apparentés. Parce que ça Oui, oui, commence à oui, être, oui, ça absolument. semble népotique, vu cette introduction absolument excessive. Pardon. On est parti pour cet épisode absolument exceptionnel. Et puis évidemment, on vous présente Nathanaël comme il le faut, après le jingle, comme d'habitude. Salut à tous et bienvenue sur La Voix de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi, c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. Salut Nathel, comment tu vas? Salut Raphaël, ça va super. Merci à vous deux de m'avoir invité. Je suis très content. Eh bah écoute, nous aussi on est très très heureux, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait plonger dans cette industrie, dans ce monde-là des médias, donc on est plutôt très très heureux. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de commencer à te présenter en quelques lignes, et après on pourra enchaîner sur la suite. Avec plaisir. Plongeons. Donc moi, c'est Nathanaël Chouraki, pas apparenté à Gabriel Chouraki, le bien nommé. C'est important. Les médias, c'est un milieu très népotique et ça n'est pas le cas. Absolument. On ne se connaît qu'amicalement. Donc je suis le cofondateur et CEO de That's Why, qui est un média digital d'actualité sur les réseaux sociaux et une agence de prod de vulgarisation également sur les réseaux. Et tu as fait beaucoup de choses. On va en parler petit à petit. On dirait pas comme ça, mais Nathanaël a fait énormément de choses dans sa vie. C'est Comment on absolument dirait pas? passionnant. Parce que tu fais tout Comment le temps. quoi? Parce que on le voit pas à l'audio, mais tu fais des petites têtes d'humilité. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Si, absolument. Je fais des C'est mous. vrai. Je fais des mous. Tu fais des mous, exactement. Si tu as envie, on pourrait commencer par parler un petit peu de ton parcours scolaire, de ce que tu as fait et du parcours qui t'a emmené à ta première, je crois, grosse mission, grosse expérience au Quai d'Orsay, où tu pourras nous en parler un petit peu plus. Si tu veux nous dire où tu as commencé, quel est ton parcours académique? Mon parcours académique, j'ai commencé à Sciences Po Aix et j'en suis très fier. Donc s'il y a des Sciences Pistexois, on est là, province unie, tous contre Paris. Voilà, ça fait que je la case. Et en parallèle, parce que pour faire plaisir à ma mère, qui elle regardera sans doute ou écoutera sans doute, ça c'est sûr. On l'embrasse en tout cas. On l'embrasse. J'ai fait une fac de droit à côté à la Sorbonne. Ok. À côté de Sciences Po, et ça m'a amené à la London School of Economics, qui est vraiment mon alma mater pour le coup. J'ai fait mon master de relations internationales là-bas, donc à Londres. Ouais. Et c'est là que j'ai gradué en relations internationales du Moyen-Orient en particulier, une concentration sur des études stratégiques et le Moyen-Orient. Et c'est Moyen-Orient parce que c'était une zone géographique qui te plaisait plus que quelque chose d'autre? C'est une bonne question. Oui, je pense que il y avait d'excellents profs à LSI Ok. sur ce sujet. J'étais intéressé en particulier par ça. J'avais commencé à l'étudier à Sciences Po
À Sciences Po, principalement. J'avais commencé à apprendre l'arabe aussi, donc c'était cohérent. Et voilà, je voulais régler les conflits du Moyen-Orient. C'était mon objectif à court terme. Ok. Vous l'avez vu, c'est réussi. Hein, Oh, voilà, absolument, on est en plein dedans. tout va bien, tout va bien. De l'Irak. Merci. C'est fait, voilà. C'était mon projet de fin d'études. C'était bouclé. Oh, En 24 un heures gros comme mois. Trump. Exactement. Sécuriser le Proche-Orient comme OSS 117. Voilà. Génial. Et du coup, donc tu finis ton école à Londres où tu fais plusieurs expériences, je crois, à l'étranger, notamment un projet Iguaku, si je me trompe pas, c'est ça? Iguassou. Alors moi, Iguassou. c'était un peu après. Moi, j'étais contre ce nom pourri qui est très stylé, mais qui est imprononçable. Iguassou, c'est le nom c'était une super boîte, une super expérience. C'est le nom de chute d'eau en Amérique du Sud, Iguassou. D'accord. Et la boîte faisait un truc hyper intéressant, c'était que elle faisait des recherches pour optimiser l'action humanitaire et donner cette donnée au public. Ok. Et l'idée, c'était rationnel derrière ce nom de start-up un peu débile, enfin pas débile, mais un peu imprononçable. J'embrasse mon ancienne CEO qui était un mentor, mais qui en matière de marketing aurait pu faire un truc plus simple. L'idée derrière, c'était une très belle idée, c'était un petit peu de libérer l'énergie de l'empathie Ok. comme une grande chute d'eau qui allait nourrir les Ah, gens. d'accord, Donc ça, d'où la c'est très métaphore très en beau comme fait. idée. D'accord, Exactement, c'est ok. une très très belle idée, mais Ouais. voilà, c'était pas très prononçable parce qu'il n'y a pas de CCD en anglais. Ah oui, Donc ça se prononce d'où Iguaku. mon erreur. C'est pour ça que j'ai dit Iguaku alors. D'accord, ok. Je suis tombé en plein dedans, Exactement. génial. J'ai fait ça pendant 2 ans, cela dit, donc j'ai dû défendre ce nom de nombreuses fois. Je dirigeais leur équipe de recherche Ok. et je me focalisais moi-même en tant que chercheur sur les crises toujours du Moyen-Orient, mais ça allait de Haïti à l'Afghanistan et à Myanmar. Donc ça, c'était un peu après. Donc ça, juste pour en revenir, c'était avant le Quai d'Orsay ou c'était après? C'était après. Non, mais le C'était Quai bien d'Orsay, après. Le Quai d'Orsay. il y a un beau teasing qui a été fait et dont je suis sans doute totalement responsable. C'était un stage, hein. Je le mentionne beaucoup parce que c'est très stylé de Et dire t'as ça bien et ce que raison, j'ai mais fait non, mais était c'est sympa. génial en plus que ce que tu faisais, c'est un métier un peu de l'ombre. Ce que t'as fait là-bas, j'ai l'impression que tu rédigeais des discours pour le président de la République, rien que ça, c'est ça? Tout à fait, la version 1 en tout cas des discours. J'ai effectivement fait ça. Je dis la V1 parce que il y a Ouais, une j'imagine. V12, une V200, ensuite ça part à l'Élysée, ça va, ça vient, tout ça. Mais effectivement, en fait, on préparait, je peux en parler maintenant, c'est dans la presse, préparait la visite d'État du président de la République en Inde. Le président de la République à l'époque, c'était François Hollande. Alors ça, c'est très embarrassant quand je me présente à des partenaires étrangers parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais? Ils se souviennent pas, Sarkozy, ça passe, Macron, il situe, Ouais, mais Hollande, alors qu'il a fait un terme complet, ouais. Bah ouais, et c'est il a marrant. fait plus, il a déclenché plusieurs guerres. Enfin, c'était un président qui a eu un Bah impact ouais. international assez massif. Je sais pas si c'est, voilà, Le le personnage. nom trop français. Voilà, non, ah oui, ah bon, très bien. Celui avant Macron, t'es sûr, c'est Ok, pas c'est Sarkozy? marrant. Non, voilà, c'est dommage. Donc, je peux pas trop me la péter. Je me la pète un peu avec cette expérience, mais pas tant que ça. Donc, entre français, ça passe. Et donc, oui, j'ai fait quelques versions 1 de toast, de mots sur des livres d'or et de discours Ok. pour cette visite d'État en Inde où on essayait de vendre des avions militaires, des Rafales français au président indien Narendra Modi, qui est toujours président. Ouais. François Hollande n'avait plus. Et c'était une sacrée expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment Mais que je alors, ne voulais qu'est-ce pas qui faire de t'a amené diplomatie. à arriver à ce stage-là? Comment est-ce que tu l'as décroché? C'était dans le cadre de quelles études exactement? C'était à quel moment? Bah, j'étais à LSI en fait. J'étais à LSI à ce moment-là. C'était mon premier stage. C'était mon premier stage juste après, je crois, avoir fini la London School of Economics. J'étais en relations internationales. Hmm. Je voulais changer le monde, naturellement. Et du coup, c'était naturel de faire un peu de diplomatie. Et Ouais. je sais pas à quel point j'étais naïf à l'époque. Peut-être que je savais déjà que c'était pas que ça m'irait pas, ou peut-être que je pensais que ça m'irait. Je sais plus très bien. Je sais qu'en tout cas, ça m'a convaincu que a priori ça m'irait pas. Ouais, d'accord. Même si c'était génial et que je garde
un excellent souvenir de tous les moments là-bas et Ouais, puis t'as dû des en passer contacts. des heures et des nuits même, j'imagine. Ah ouais, ouais, on finissait tard, ouais, on finissait tard. C'était très drôle. Enfin, pour la petite histoire, on finissait tard et on se demandait, enfin moi en tout cas, je me demandais pourquoi, parce que le, c'était des lettres et tout, ce qu'il fallait écrire, et puis parfois des discours, mais on parlait à des Indiens. Et, et le problème, c'est que on rédigeait tout en français et on se prenait la Ouais, c'est tête ça, sur ouais. la, l'univers lexical et les connotations de chaque phrase, chaque mot, chaque virgule, et tout allait être traduit en anglais dans tous les cas, donc notre belle langue de Molière allait voler en éclats. Mais bon, on se couchait quand même à 2 heures du mat. C'était assez drôle à faire. Donc c'était une brève expérience, mais ça m'a appris pas mal de Ouais. choses. Et moi, j'ai une question, aucun rapport, mais enfin, je suis obligé de te la poser quand même, surtout aujourd'hui en 2025. Est-ce que tu penses que ça existe ou que ça va exister prochainement, que les discours justement pour les présidents seront issus d'une IA? Waouh, ouais, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les stagiaires qui ont mon job, le job que j'avais à l'époque, ça m'étonnerait qu'ils le fassent pas. Ouais, Ça me terrifie. Et en fait, ce qui me terrifie le plus, c'est que ce soit d'autres parties du job qui soient outsourcées à l'IA. C'est-à-dire que ce qu'on faisait aussi, c'était des notes. C'est-à-dire ce ouais. qu'on faisait le plus, c'était des notes. Et c'est quoi une note? Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est grosso modo ta boss qui arrive dans ton bureau et qui dit OK, qu'est-ce qu'on va faire de notre relation à l'Inde à 10 ans? Alors tu pourrais Ok. penser que ça c'est un truc qui se décide dans le Conseil des ministres, mais fondamentalement, les diplomates, les ministres d'une manière générale, ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'ils ont 3 sujets sur 100 sur lesquels ils savent ce qu'ils pensent, mais sur tout le reste, ils doivent s'appuyer sur l'administration. Et l'administration, plus tu as de responsabilités, moins tu as de temps pour réfléchir à des idées nouvelles. Du coup, euh, ça amène à une situation où c'est en général les moins capés qui réfléchissent le plus. Ah, c'est En énorme. l'occurrence, Ah wow. vraiment un Ouais, stagiaire qui avait strictement rien fait dans sa vie. c'est marrant. Et ce travail intellectuel-là, ce travail souvent qui s'appuie sur de la recherche, etc., et qui est fondamentalement un travail politique, c'est-à-dire que nos notes, elles sont prescriptives, il faut dire, monsieur le président ou monsieur le ministre, voilà ce qu'il faut faire, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire 4 pages, ils ont le temps de lire une demi-page avec des bullet points. Ce travail-là, s'il est outsourcé à ChatGPT, c'est un désastre, parce que c'est un travail qui doit être fondamentalement libre, qui est un travail de choix politique, c'est vraiment pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est quelle Ouais. valeur est-ce qu'on va Et l'IA est encore trop poursuivre. biaisée pour ça. L'IA sera toujours, enfin, ce sera jamais qualifié pour faire des choix de valeur. Ouais. C'est des choix qui sont fondamentalement humains. Est-ce qu'on fait une politique plus orientée vers l'égalité ou vers la liberté? Tu demandes à une IA, bon, bah, elle n'en sait rien. Elle va te dire grosso modo une moyenne probablement des contenus libéraux qu'elle aura absorbés. Mais c'est pas à elle de nous dire ça. Donc si j'ai des confrères stagiaires qui m'écoutent, faites le job. Allez, on Allez-y. écrit, on Faites pas les réfléchit. flemmards, là. C'est ça. On se pose. Ouais, Énorme. t'as raison, c'est dingue de se dire qu'aujourd'hui, putain, bah, même les plus grandes décisions politiques peuvent être prises finalement par l'IA en premier bout de chemin, quoi. C'est Et on assez est que Je au le dingue. début. crains. Alors On est qu'au après, début, sur je les trouve. grands trucs, c'est Oui, jamais bien sûr, il y a plein facile. de filtres, Mais, évidemment. mais ça peut avoir un impact, Hmm. ouais. Ça peut. Non, c'est dingue, c'est dingue. J'ai cru voir dans un tout petit coin vraiment de ta page LinkedIn, mais vraiment c'était plutôt bien caché. Mais je vais quand même te la poser. J'ai vu qu'il y avait écrit Harvard quand même. J'ai cherché tous les trucs, les trucs T'as, stylés que t'as vraiment étudié Harvard pour de vrai qu'on voit dans les films américains là, avec les soirées, les trucs et tout, là où il y avait Mark Zuckerberg et tout. Absolument pas. Ah, J'ai jamais mis les pieds dans une soirée à Harvard pour la raison ok. que je n'ai pas étudié là-bas. En Ouais. revanche, j'ai travaillé là-bas. Ah, J'ai ok. travaillé pour eux. Ouais. Et pareil, c'était une expérience très très courte, mais très En stylée. quoi? En J'ai consultant? tout à fait, monsieur, consultant de Pour Harvard, recherche waouh, waouh, waouh. en histoire, ouais, sur un projet de recherche en particulier. Donc c'est la manière harvardique de dire assistant de recherche, hein, Ouais. mais bon, j'étais payé et donc du coup je peux mettre consultant de recherche. C'était le titre officiel. C'était assez sympathique Trop d'avoir ça, sympa. mais fondamentalement c'est pas. Et ça t'a apporté quoi, du coup, après? Après avoir ça, sur ton entre guillemets, sur ton CV, c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup, même en termes de networking et tout ça, ou pas forcément?
Oui. Malheureusement, oui, parce que personne ne te dit jamais c'est parce que Harvard que tu as eu tel ou tel poste ou que je suis confiant de te faire une mise en relation. Mais malheureusement, euh, alors que c'est fondamentalement pas forcément le travail intellectuel dont je suis le plus fier, même si c'était très bien et que je suis hyper fier d'avoir contribué à la recherche de ce professeur et que c'était passionnant et que ça te pousse à avoir un degré de rigueur, parce que tu te dis, bon, quand même, Ouais, c'est quelque il y a du chose, quoi. niveau Ouais, et bien c'est des sûr. gens qui vont lire ton travail, qui ont une certaine exigence. Fondamentalement, c'est pas le truc le plus dingue intellectuellement que j'ai fait dans ma vie, mais en termes de CV, le fait d'avoir juste ce logo-là, Bah ouais, c'est ça. Ouais. ça rassure en fait, ça rassure plein de gens. Ah tiens, ok, d'accord, il fait partie de la team. Ça rassure plus que ça ouvre des portes, selon toi? Bah, c'est un peu les deux, parce qu'en fait, souvent ouvrir des portes, c'est rassurer. Ça veut dire, la personne doit avoir l'impression qu'elle t'ouvre pas une porte, que tu es déjà à l'intérieur, que tu fais partie de ce sérail-là, et qu'elle prend pas un risque en te faisant confiance et en t'ouvrant cette porte ou faisant cette mise en relation. Et donc, si tu montes patte blanche avec, pareil en France, Sciences Po, LSI, tout ça, ça joue le même rôle. Si tu montres patte blanche en disant, bah, même si je suis un gros débile, c'était pas ta faute, j'avais Harvard sur mon CV, bah, la personne qui prend le risque de t'ouvrir une porte, que ce soit une embauche ou une mise en relation, ou te faire confiance en tant que client, eh ben, elle pourra toujours justifier son risque en Ouais, disant, bien bah sûr. oui, bah, je ne pouvais pas savoir qu'il était débile le gars. Donc c'est un petit peu ça, ça saute l'étape de la porte, D'accord. ça crée des couloirs plus que ça ouvre des portes. Voilà. Ok. On fait des métaphores de qualité. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Tu fais donc après tu as plusieurs expériences de reporter, je crois, avant qu'on arrive à la création de ton agence. Ces expériences de reporter, elles commencent un petit peu à te donner envie de toi partager avec ton média, avec ton agence. Est-ce que c'est ça qui va amener à la création de That's Why ou pas encore? Oui, je pense assez clairement que, en fait, je suis devenu reporter, je suis devenu journaliste sur le tard. J'avais absolument pas l'intention de l'être. Mhm. J'étais donc dans cette organisation qui s'appelait Iguassou, donc qui était une organisation humanitaire en fait, même si c'était une boîte privée. Ouais. Et j'étais sur le terrain beaucoup dans pas beaucoup en fait. J'ai fait un petit peu de terrain dans des camps de réfugiés, etc. Et, euh, et j'ai commencé à écrire, alors au début pour Iguassou, et ensuite j'ai commencé à être publié dans des journaux comme Le Guardian ou NPR, la radio publique américaine. D'accord. Et c'est comme ça que ça m'est venu. J'ai bien aimé faire ça. J'ai vu les limites de ça aussi. J'ai vu la frustration que ça pouvait créer. Mhm. Et c'est là que les idées ont commencé à germer. Ouais. Et donc tu te lances et tu crées ton agence de médias That's Why, c'est ça? En Exactement. quelle année? J'adore le nom déjà. Il est Merci. incroyable par rapport à Iguassou. C'est vrai que c'est quand même. J'ai envie de dire, c'est vraiment et en plus, tu nous as dit que c'était ta mentor, hein, là. Je sais pas si elle va nous écouter, mais franchement, ça, elle te l'a pas transmis pour le coup. Hein. C'est vrai, elle m'a transmis plein d'autres choses. Ouais, ça C'est la première. Juste avant que je lance That's Why, je l'ai appelé. Je lui ai demandé est-ce que tu n'as pas des conseils. Elle m'a donné des très bons d'ailleurs que je pourrais partager. Mais ouais, j'espère que c'est Mehdi Guassou. Alors, détrompe-toi, on a quand même un problème, c'est que beaucoup de gens le lisent et prononcent ça. Alors, des francophones, donc c'est pas That's trop drôle. Y. Tatsi. That's Y. Tatsi. Ok. J'ai reçu un appel une fois de l'Élysée qui me disait, peut-être que la personne va se reconnaître, je ne sais pas si elle y est encore, de l'Élysée, et c'était au tout début de That's Why, donc j'avais pas identifié ça. Bonjour, je voudrais parler à Nathanaël Tatsi. C'est énorme. C'est très bizarre parce que c'est mon prénom, mais c'est pas du tout mon nom. Ça a pris plusieurs minutes pour comprendre que donc c'était pas mon nom de famille. Elle a dû, je sais pas, recevoir. C'est une personne qui était une assistante Ouais. et qui avait pas eu de contact direct avec moi. Oh, C'est c'est énorme. ouf. Donc je sais pas si c'est un bon nom en français, mais en anglais ça passe. Ouais, ça passe bien. Puis de toute façon, aujourd'hui, c'est 100% anglophone. That's C'est Why. 100% anglophone. En réalité, non, on a des clients anglophones Ok. et des clients francophones. On va faire Mais on va faire un peu le disclaimer de dire que That's Why, c'est pas seulement un média, c'est aussi une agence. Donc la partie média et le contenu que vous postez est en anglais. Mais par contre, la partie agence, vous avez aussi des clients francophones, ça. Tout à fait, exactement. Ok. Comment ça démarre du coup cette aventure That's Why? Est-ce que tu es seul?
Qu'est-ce qui te donne l'idée? C'est quoi le tout, les premiers jours, les premiers instants de That's Why? Ah, c'est une très bonne question. Euh, L'idée vient progressivement. euh, Donc j'arrivais de l'humanitaire et je venais de commencer à être un peu journaliste. Et l'humanitaire, c'est aider les gens, trouver des solutions aux problèmes des gens. Et le journalisme, c'est montrer les problèmes des gens. Et j'avais l'impression que beaucoup de gens, notamment dans notre génération, un peu millennials, un peu Gen Z, étaient euh, un peu anxieux dans leur consommation de l'actu, trouvaient ça très anxiogène et avaient envie de s'engager et d'avoir un impact sur ce qu'ils regardaient. Quand tu dis notre génération, tu parles de quelle génération à peu près? C'était appris à la base, c'est un constat millénial, Ok. c'est-à-dire 25, 35, un peu plus âgés. Mhm. Mais c'est vrai aussi, je pense d'une partie des Gen Z. C'est des catégories marketing millennials, Gen Z. Ouais. On les utilise tous, mais fondamentalement, les sociologues disent pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de recherche solide derrière, mais on voyait grosso modo ce que ça veut dire. Génération Y, génération pourquoi, donc une demande de sens, une demande d'engagement. Et, euh, et je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un média qui, euh, qui fasse honneur à ça et qui permette à la fois de mieux comprendre pour mieux agir. Donc un petit Ok. peu faire un pont entre mes deux expériences. Et le constat, c'est que on est dans une génération dont la puissance a dépassé la sagesse. C'est-à-dire qu'on est c'est assez occidental, mais on est un jeune occidental et potentiellement plus puissant que n'importe quel être humain qui a jamais vécu. Une puissance économique, une puissance digitale. Grâce à nos likes, grâce à ce qu'on regarde, grâce à ce qu'on consomme, on a un impact qui est fractionnel, mais qui est collectivement potentiellement énorme. Et puis évidemment, grâce à nos votes dans les grandes démocraties qui, euh, qui décident de l'avenir du monde. Et pourtant, on passe notre temps sur Insta à regarder des conneries. Hmm. Alors, je me suis dit, bon, c'est dommage. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se mettre un peu au niveau de la puissance qu'on a pour pouvoir éventuellement agir de manière un peu plus éclairée? Donc, c'est hyper ambitieux, Ouais. peut-être même un peu mégalo, mais c'est l'idée, en tout cas la philosophie de base sur laquelle se fonde That's Mais de Why. toute façon, c'est toi finalement de vouloir changer les choses de manière grande. Le Moyen-Orient, le monde, les médias. Donc ça Le correspond un Moyen-Orient, ça peu. va, c'est anecdotique, le Moyen-Orient, c'est vrai. Mais Oui, oui. à ce moment-là où justement, où tu as cette pensée, il y a déjà des médias qui existent déjà, qui ont plus ou moins la même mission, qui existent déjà à ce moment-là? Pas vraiment. C'était quoi? C'était en quelle année d'ailleurs? C'était quoi? C'était 2018, 2019? Quand j'ai commencé à y réfléchir, on était en 2019. 2019. Ça a Donc pris avant du Covid. temps. Ah, Avant ouais, Covid. un peu avant le Covid, ouais, quelques Ouais, mois avant le ok. Covid. Ouais. Je rentrais d'un reportage euh, au Moyen-Orient et ça a commencé un petit peu à germer. Il y a beaucoup de médias digitaux et il y a beaucoup de médias digitaux. Il y en avait beaucoup qui étaient en tout cas sur, euh, sur une logique déclarativement d'impact. C'est-à-dire, l'impact, c'était déjà devenu un buzzword, le Ouais. changement, etc. Euh, Moi, je voulais aller un petit peu plus loin dans l'impact concret et un petit peu plus haut, j'espérais, dans la pensée qui accompagnait ça. Mais il n'y avait pas de médias qui faisaient exactement ça, mais il y avait déjà beaucoup de médias digitaux qui existaient, ouais, les Brutes, les Outsiders, tous les amis. Trop, trop bien. Et en fait, moi, il y a une autre question que je me demande, c'est que, du coup, euh, quand tu décides de te lancer un média, enfin, ça coûte de l'argent. Ça coûte pas d'argent. Est-ce que c'est toi face cam? Est-ce que direct, tu as besoin de recruter des gens? Est-ce qu'il faut que tu ailles chercher des sous? Enfin, ça se passe comment? Je sais pas, quand on me dit média, je pense direct je sais pas, aux chaînes de télé, ça me paraît des budgets énormes. Et enfin, ça se passe comment? En fait, je te pose ces questions-là parce que t'es le premier en tout cas sur notre podcast, qui a lancé un média. C'est intéressant de savoir comment ça se passe derrière. C'est une bonne question, il n'y a pas une seule réponse. Je connais des gens qui, en fait, font ce que vous faites, qui font ça à côté, avec un format peu coûteux à produire, donc souvent un podcast, ou
qui vont le soir se filmer, donner des conseils, des tutos beauté sur TikTok. Et ensuite, le bootstrap, comme on dit en jargon startup. Donc ça, c'est une manière de faire. C'est pas celle que nous on a choisie. Nous, on voulait tout de suite que ce soit professionnel. Donc, il fallait payer des journalistes, et pour ça, on a commencé avec des journalistes qui étaient bien intentionnés, qui étaient des bénévoles pour faire un début de proof of concept, produire des premières vidéos, trouver un ton, etc. Et assez vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on lève des fonds. Donc ça, c'est la méthode que nous qu'on a choisie, mais qui n'est pas exclusive d'autres méthodes. Mais on voulait pas que ce soit un peut-être. Ah, peut-être si ça marche, j'aurai des clients et graduellement, je pourrais. Voilà. C'est ça, parce que en fait, quand ils pensent, au lieu de, enfin, je compare par exemple quelqu'un qui va développer, je sais pas, un SaaS, ou qui va créer tout un logiciel ou un truc. Bah, j'imagine, enfin, moi j'ai jamais levé de fonds personnellement, mais j'imagine qu'il y a certaines promesses qu'il faut faire aux investisseurs, enfin des promesses. Il n'y a jamais de promesses très sûres, mais évidemment que eux ils veulent ressortir avec de l'argent multiplié, je sais pas, x5, x10. Un média, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on, concrètement, en termes de monétisation, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on vend ça concrètement à des potentiels investisseurs? Je veux lancer un média, je veux changer les choses, donnez-moi vos sous. En gros, ouais, Bah, je c'est fais un exprès peu de ça. vulgariser, je fais exprès, Bah, c'est un peu ça. Et tu l'as dit, c'est toujours. Donc, on est sur le média, le contenu, c'est pas un business comme plein d'autres business. J'imagine que tous les business disent ça, mais en particulier le média, c'est pas comme une boîte de tech ou une boîte de low-tech, high-tech qui fait des ouais. chaussettes. C'est un business model qui est délicat. Il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a plus beaucoup d'argent dans ce business model. Et les motivations, elles sont toujours hybrides à minima. C'est-à-dire que personne n'investit dans ou achète un média digital aujourd'hui, ça a été le cas, mais aujourd'hui, pour des raisons exclusivement business. C'est-à-dire qu'il faut quand même être en accord, être enthousiasmé par la vision éditoriale des cofondateurs et du média. Donc ça, c'est un. Donc c'est ce que les Américains appellent double bottom line, c'est-à-dire au mieux, on fera beaucoup de pognon, au pire, on aura fait quelque chose de bien. Ouais, ok. C'est Bon, plus pour se racheter une bonne conscience, ou rien à voir? Non, parce que, Non. et c'est la deuxième partie, Ouais. non, les investisseurs n'ont pas à racheter leur bonne conscience, s'il te plaît. Ce sont des gens très bien, qui ont des carrières extraordinaires, ils dorment tranquilles. Je les embrasse, et je les Nous aussi, on les remercie. embrasse. Ils ont rien fait de mal. Non, peut-être que ça peut Ouais, non, je fais arriver. exprès, Peut-être que ça peut volontairement. arriver. Ouais. Mais, et la deuxième raison, c'est qu'il y a un business model. Il y a un business model, le nôtre en l'occurrence, un business model qui est assis sur 3 pieds: la pub, le brand content, qui est une forme de pub, et la production. Donc c'est ça qu'ils ont vu comme potentiel économique pour investir dans Datto. Ils se sont dit, tiens, ceux-là, ils savent faire ces 3 choses-là. Et puis évidemment, on fait le boulot. Bien sûr. On a fait un business plan, on a des projections, voilà comment ça va croître, on va aller chercher tel et tel client. Et c'est ça notre théorie de. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du côté agence? Ouais. Donc, vas-y, non, t'as une question précise. Non, juste voilà, l'agence, concrètement, qu'est-ce que vous faites, votre activité? Vous êtes combien? Quels sont vos clients potentiels? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça en parallèle du média, surtout? Comment est-ce qu'on peut gérer les deux? Je sais pas. Super question. On est une agence géniale, voilà. Ouais, j'en Sachez-le. doute pas. Ce qu'on fait. Avec un super nom comme ça, j'en doute pas. Avec un super nom et des super produits, des super productions qui sont déjà cohérents avec l'éthos philosophique de That's. C'est-à-dire que nos clients, c'est des gens qui ont des choses intéressantes, complexes à dire, mais qui n'arrivent pas à le dire sur les réseaux sociaux. Donc c'est typiquement des médias d'actualité, souvent de presse écrite, à l'ancienne. C'est des universités, c'est des centres de recherche, c'est des ONG, c'est des business qui ont des trucs compliqués à dire et qui font appel à nous pour vulgariser les choses. C'est-à-dire qu'ils ont un papier, ils ont un podcast, ils ont un article de recherche dont il est important pour leur business que ça atteigne une large audience en millions chez les jeunes. Et nous, on fait ça pour eux. C'est ça, grosso modo, notre proposition de valeur. Donc, c'est vraiment de la démocratisation, de la popularisation, de la viralisation de contenu vulgarisé. Et on est
je pense, à peu près les seuls à faire ça, en tout cas à la manière dont nous on le fait. Et on a eu des très très belles réussites dont on est très très fiers. Et ça participe à notre mission qui est de peupler l'internet et les réseaux sociaux de contenus intéressants, de contenus qui ont du fond, de contenus scientifiques, de contenus de sciences humaines, sociales, etc. Euh, on l'a fait par exemple avec The Conversation, je ne sais pas si vous connaissez ce site de vulgarisation scientifique dont on a produit toutes les vidéos pendant plus d'un an. Ils avaient quasiment aucune vue, sans leur faire injure, de vue de vidéos bien sûr. Ils avaient déjà une belle réputation en articles, mais on a fait des millions de vues pour eux sur les réseaux en quelques mois. On leur a permis d'atteindre un public qui n'atteignait pas. On a travaillé avec le groupe Prisma, ça m'intéresse. On travaille avec France Université, on produit des vidéos qui leur permettent de faire de l'advocacy sur leur sujet, qui sont des sujets importants. US News and World Report aux États-Unis, etc., etc. Donc c'est ça qu'on fait. Ah, il y a des gros noms, ça a l'air chouette, mais comment du coup ça s'organise la séparation agence et médias? Est-ce qu'il y a deux équipes différentes? Est-ce que tu considères ça comme étant deux entités différentes ou est-ce que ça travaille ensemble? C'est quoi l'organisation à l'intérieur? Très bonne question. Nous, on a voulu tout de suite que ce soit en synergie. On voulait pas qu'il y ait deux business en un. On veut que l'un aide l'autre et l'autre aide l'un. Et souvent, la meilleure manière de faire des synergies, c'est de faire une synergie sur le contenu. Donc souvent, en fait, on travaille avec des marques ou des médias avec lesquels on coproduit le contenu. C'est-à-dire que le contenu qu'on produit pour eux, eh ben, on va le partager aussi sur les réseaux That's Why. Donc c'est win-win. Nous, ça nous fait un contenu de qualité et eux, ça leur fait une exposition éventuellement à une audience plus large. Euh, pour ce qui est de l'équipe, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur les gros clients qui font que ça ou quasiment que ça, donc des journalistes et des monteurs vidéo qui sont alloués à certains comptes. Et il y a une partie de l'équipe qui est hybride. Ça dépend de l'actualité, ça dépend des clients, ça dépend de leurs compétences aussi. Donc on est assez flexible là-dessus. Et on n'a pas encore. Il est possible qu'un jour ça s'organise de manière plus étanche, mais pour le moment, c'est pas le choix qu'on a fait. Ok, ok. Il y a une question que je me pose et que je pense qu'il peut parler à pas mal nos auditeurs. C'est vrai que tu nous parles de gros noms, de gros clients, etc. comme ça. On se dit, ok, il y a eu sûrement du travail derrière et tout, mais comment est-ce ou alors du moins, on va tourner ça comme ça. Quels sont les conseils que tu pourrais donner euh, pour réussir justement à décrocher des gros noms, des clients comme ça assez importants et vachement intéressants? Pour faire grossir sa boîte, que ce soit dans le journalisme ou pas forcément. Toi, comment ça a été votre première stratégie pour se dire, bon, on va aller taper les gros de Guardian, etc. Euh, c'est assez audacieux, je crois. Et c'est surtout, quelle est la stratégie à mettre en place, quoi, quand on commence à peine et qu'on se dit, on va aller voir les gros. J'imagine que c'était pas évident, Euh, quoi. C'était pas évident, non, c'est énormément de travail. Il y a deux possibilités qui sont souvent interreliées. Tu as une intro, donc tu as l'un de tes investisseurs ou un quelqu'un que tu as croisé. En fait, l'étape 1, c'est d'avoir une bonne mémoire. C'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, tu vas parler à plein de gens. Enfin, en tout cas, j'encourage de parler à plein de gens et de faire des rendez-vous et tout ça. Et de prendre des notes. Et dans tes notes, tu vas trouver que, ah tiens, telle personne m'a dit qu'il connaissait telle personne, qu'il avait bossé avec tel grand média. Et faut le garder, ça. Il faut le garder, il faut le structurer, il faut avoir des notes un peu lisibles. Euh, et le jour où tu as besoin, se souvenir de ça et dire, envoyer un petit mail, dire, ah, je me souviens que tu avais dit ça, ce serait génial que tu fasses une intro, par exemple. Donc ça, c'est des trucs un peu plus poussés. Des fois, l'intro, elle est plus simple. Donc c'est, comme je disais, un précédent client, Hmm. un de tes employés, un investisseur. C'est pour ça que ça aide les investisseurs. C'est que un investisseur, ça vient pas qu'avec du pognon, ça vient avec un réseau, Ouais, surtout bien s'ils ont sûr. investisseurs dans la presse. Donc tu te dis, voilà, ils t'ouvrent pas tout de suite toutes les portes. Il faut quand même faire ses preuves. Mais une fois que tu commences à les faire, eh bien, ils font de plus en plus de mise en relation. Et une fois que tu as ça,
là, vraiment, mais c'est presque un cliché, j'imagine, un cliché LinkedIn, mais je vais le dire en anglais parce que c'est vraiment le truc de connard qu'il faut dire. Il faut follow up. Ouais, Mais follow up agressivement, comme un malade, comme un harceleur, comme quelqu'un qui. faut se faire voir, quoi. C'est du pénal. Il faut vraiment, mais pas lâcher. J'ai un investisseur qui d'ailleurs m'a rejeté, qui m'a dit, ton boulot, c'est d'avoir, il me l'a dit en anglais, c'est un Britannique, the capacity for infinite rejection. La capacité d'être rejeté de manière infinie. Donc, il faut se mettre en mode zéro ego, et à la fois plein d'ego parce que tu as envie de réussir, mais en mode zéro ego, je relance. J'ai la plupart de nos clients et la plupart de nos investisseurs, c'est des gens qui soit au début n'ont pas répondu, soit on dit non, soit on, à minima, jamais. Il y en a, j'ai dû les relancer 4 fois pour avoir un début de réponse. C'est jamais définitif, en fait. C'est ça que tu dis. Quand c'est un non, c'est jamais définitif. Tu peux toujours revenir. Ouais. En tout cas, moi, je prends rarement non pour un truc définitif. Après, il faut pas être débile. Il faut être bien éduqué. Il faut être très, très, très poli. Pas renvoyer des points d'interrogation après ton message. Jamais de la vie. Il faut jamais être agressif. Surtout pas. Il faut savoir où on est dans la to-do list des gens. Et on est très bas dans la to-do list des gens. Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par 25 items au-dessus. D'accord. Et donc, il faut les aider à t'aider d'une certaine manière. Donc, il faut multiplier le nombre de moments où cognitivement, il est possible qu'ils aient une ouverture pour penser à toi. Ouais. Et c'est ça les relances. Et il faut pas faire des relances bourrins. Donc, on envoie des mails et tout ça. Il faut montrer que tu as progressé depuis le dernier mail. Et le principal conseil que je pourrais donner, qui marche, attention, pas sur toutes les industries et pas sur tous les âges. Donc moi, souvent, je m'adresse à des gens plus âgés. C'est le téléphone. C'est vraiment, si vous avez la currency, la monnaie la plus utile que vous puissiez avoir, c'est avoir des numéros. C'est pas du tout équivalent à un mail. Ouais, bien sûr. C'est peut-être évident de dire ça, mais ça n'a rien à voir. Les gens, ils reçoivent 600 mails par jour, en tout cas les gens que tu veux atteindre si c'est un gros client ou un gros investisseur. En revanche, des coups de fil, je parle pas d'un texto, les coups de fil, ils reçoivent très très peu. Ouais. Très très peu. Pourquoi? Parce que les gens ils osent pas appeler ou parce qu'ils répondent pas tout simplement? Non, parce que les gens ils osent pas appeler, parce que c'est un médium assez intime, c'est presque plus intime qu'un Zoom, parce qu'il y a plein d'autres manières moins intrusives. C'est beaucoup plus facile de se cacher derrière un mail que d'être en direct au téléphone aussi, certainement. Peut-être qu'il y a de ça, et les gens n'y pensent pas. Les gens pensent que ils ont peur d'être intrusifs, et ça peut l'être. Il faut faire très attention, il faut être respectueux. Il y a des gens qui réagissent assez mal à ça. Et là encore, faites attention à votre audience. Typiquement, un quadra tech friendly, il va pas du tout aimer ça. Ouais. Donc, mais une personne qui a 60 ans, qui est un investisseur chevronné, européen ou américain, ça va à minima vous différencier. C'est-à-dire qu'il va se souvenir, il aura eu quoi? 10 appels dans la journée, grand max, 10 appels téléphoniques, peut-être 4, dont 2 ce sera sa fille, et vous serez l'un d'entre eux. Et ça vous différencie. Et après, de toute façon, il va vous dire, envoyez un mail à mon assistant. Ouais, bien sûr. Mais sauf que le mail à l'assistant, il commence pas pareil, le mail. Ouais, bien sûr. Il dit, suite à ma conversation avec ton boss, voici le deck. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous? Alors, ça marche pas du tout à tous les coups. Oui, bien sûr. Mais le taux de réponse d'un mail, je sais pas ce qu'il est en moyenne, il doit être de 3%. Le taux de réponse au téléphone, bien plus élevé. 90%, un truc comme ça, en tout cas dans mon expérience. Ouais, ce sont des bons conseils, c'est intéressant. J'aimerais qu'on parle, qu'on revienne un petit peu sur la partie média de That's Why. Il y a quelque chose que vous faisiez avant, je sais pas si vous le faites encore réellement maintenant, c'était, tu nous l'avais dit même avant, l'importance de créer un impact, un call to action à la fin de vos vidéos. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites encore maintenant et pourquoi vous l'avez fait au départ? Ça faisait partie de la valeur unique de That's Why par rapport à d'autres médias. C'était quoi l'idée derrière? Ouais, c'est toujours notre slogan de lancement, c'était Make Sense, Make a Difference, et ça reste ça. Et la manière qu'on a eu d'incarner Make a Difference, c'était ça au début. Et ça reste notre horizon. On va alors stay tuned. J'ai énormément de franglais, excusez-moi, mais on va rester connecté. Et tout de suite au RTF.
C'est flippant, un peu 1984. On va, on va le refaire, mais c'est très coûteux à faire. C'est-à-dire que soit vous faites comme un peu tout le monde, voilà, il y a eu des feux à Los Angeles, vous pouvez donner à machin, 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 parce que j'ai vu ça sur Internet et qu'il y a la Croix-Rouge sur place. Ouais. Donc ça, c'est sympathique, c'est un call to action sympa, mais en fait, t'as pas fait ton travail de journaliste ni de chercheur, t'as pas vérifié si c'était vraiment impactant, si c'était vraiment efficace, etc. Mais pour vérifier ça, nous, on le faisait au début et c'était des mois d'investigation. On l'a fait sur l'Ukraine, on est très heureux de l'avoir fait sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur l'Afghanistan. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce qu'il faut avoir des relais sur le terrain qui t'expliquent est-ce que telle ONG est vraiment sur place, est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit, est-ce que les gens qui sont les bénéficiaires de l'aide humanitaire sont satisfaits, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, est-ce qu'ils sont transparents, tu faut aller regarder leur annual report, est-ce qu'ils font du pognon et tout ça. Ça prend du temps, donc si tu veux faire ça de manière solide et créer une vraie... un vrai lien de confiance avec ton audience pour que eux aient la confiance d'avoir un impact, ben ça prend du temps et ça coûte très très cher. Et donc c'était des mois de travail journalistique pour 4 vidéos. Toi, tu te déplaces là-bas? Moi non. Nous ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un modèle qui était d'ailleurs inspiré de celui d'Iguassou, où on faisait des entretiens mais par téléphone ou par Zoom, avec des relais sur place. D'accord. Ça sert pas à grand chose d'aller sur place, parce que tu vois pas grand chose en fait. Tu vois ça coûte beaucoup d'argent aussi, beaucoup de temps. Très très cher. Et en fait, tu vois moins de choses que quand tu parles à 20 experts qui eux sont sur place et voient des choses différentes que ce que toi tu verrais dans un trip de 10 minutes. D'accord, ok. De 10 jours. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a, pour des raisons économiques, dû mettre entre parenthèses, mais qui reviendra et c'est l'horizon mais de ce stay qu'on fait. tuned, quoi. Exactement, stay tuned. Ok, trop bien. L'environnement des médias, c'est un peu... ouais. Arrête. fallait qu'on en parle, mais c'est un peu un environnement qui est saturé. En plus, avec That's Why, t'arrives... c'est pas la fin, mais ça fait pas mal de temps que ça existe déjà. Les médias sur les réseaux sociaux en plus, les bruits de Combini pour l'audience un peu francophone. Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que tu t'es pas dit, est-ce que ça sert vraiment que j'aille dans un environnement où il y a déjà 160 millions de médias qui font le même, pas le même contenu, mais en tout cas sur la forme, c'est voilà, une vidéo, un réel, une minute explicative sur un sujet. C'était quoi cette motivation de base de vouloir y aller? Du masochisme. Oui, certainement. Bon, le terme, c'est un peu exagéré parce que fondamentalement, on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, donc au pire, ça marche pas. Donc, on va pas faire l'entrepreneur croisé qui dit je prends des risques. Non, bon, ça va, c'est pas grave. Au pire, t'as 3 likes. Mais c'est vrai que c'est effectivement très challengeant. Nous, on a raisonné à l'envers. On s'est dit, est-ce qu'il faut que le contenu qu'on veut faire existe? Qu'est-ce qu'on fait pour le faire exister? Mais oui, on a, je pense, heureusement sous-estimé à quel point c'était dur de croître sur les réseaux, que c'est jamais final. Typiquement, on a fait un très très beau lancement, on a atteint des centaines de milliers de followers dans les premiers mois, et on n'a pas forcément cultivé ça, donc on a un petit peu perdu notre reach, et on l'a retrouvé ailleurs. Donc oui, c'est difficile, mais la réponse, elle n'est pas entrepreneuriale là-dessus, elle est motivationnelle. S'il faut que ça existe, on va trouver les moyens de le faire. Et c'est pas non plus du tout infaisable. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux créateurs qui réussissent. C'est des bêtes qu'il faut nourrir avec de plus en plus de contenu, les réseaux sociaux. Et une vraie demande. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur TikTok qui s'appelle Content Gap, où TikTok te dit qu'ils ont besoin de contenu sur tel et tel sujet. Il y a de plus en plus de consommateurs de réseaux sociaux. Le média vidéo est le média roi, on peut s'en désoler, mais c'est la réalité. Donc, en réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est que c'est dur de prendre la place. Mais il y a de la place, surtout avec une proposition de valeur différenciante. On n'y est pas encore, du tout, mais on est sur le bon chemin et on a la motivation pour.
Mais justement, du coup, en parlant de réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, vous êtes où en fait? Où vous trouvez si on a justement des auditeurs qui veulent suivre votre contenu? Mais avec grand plaisir. On fait un Euh, peu de pub en même temps. mais tout à fait. Alors nous, c'est assez intéressant pour des auditeurs qui seront, j'imagine, francophones. On s'est lancé d'abord sur Facebook parce que les millennials américains, c'est dingue, mais ils sont surtout pour l'actualité en majorité sur Facebook. Et à l'heure C'est où on pas parle, X au contraire, justement pour l'actualité? non, en vidéo, non. En vidéo, Ok. non. Si tu veux suivre les comptes perso des Trump, Ouais. des Musk et tout Ouais. ça, c'est X. Mais pour ce qui est des médias d'actualité, de traitement d'actualité, c'est Facebook. Et ça reste, à l'heure où on parle, sur les millennials, ça reste à 70% la plateforme préférée des millennials sur l'actu. Ok. Et Ce nous, qui on a peut des paraître un peu plateformes, choquant pour les francophones, c'est ouais, c'est ça. très, très, très étonnant. Ouais. Pour les francophones et pas que, hein, les Européens, Ok. même les Canadiens et tout ça. Mais les Américains, c'est une bestiole intéressante. Hein. Ils sont sur Messenger, nous on est sur WhatsApp. Bon, il faut pas comme tout le monde. Donc on s'est dit bon, on va se lancer sur Facebook pour commencer. On a plus de 300 000 abonnés sur Facebook. Et là, le challenge qu'on a, c'est Insta. Donc si les gens nous rejoignent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous serez, il y a déjà du monde. Suivez-nous sur Insta. On mettra TikTok, le lien ça dans la faisait partie. description Instagram, Allez, évidemment. soyez sympatoche. Mais oui. Et, et voilà. Et TikTok, on verra. Ça dépend vraiment de si Trump Ouais. Ouais, Ouais. j'avoue que c'est un peu. enforce intéressant. voilà. Ouais. Ça, on sait pas. C'est marrant parce que nous, justement, on se pose la même question. Aucun rapport, hein, mais c'est vraiment notre discussion sur les dernières. Enfin, ça fait même un peu plus, mais en fait, on est grave. En tout cas, personnellement, Gab et moi, on n'a jamais été sur TikTok de nos vies. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas TikTok. Je suis très LinkedIn, Insta, même Ouais, X, ouais. je suis même pas dessus. Facebook un peu. Mais justement, on se posait cette question-là. On se disait. Est-ce qu'il faut justement avec notre podcast qu'on a aussi sur TikTok ou quoi? Donc d'ailleurs les auditeurs, on vient de le lancer là Mais cette alors, semaine. ce qui est marrant, si tu veux savoir, on a galéré à se convaincre nous-mêmes d'aller sur TikTok pendant de longs mois. On se lance sur TikTok. 12 heures après, ils enlèvent TikTok aux États-Unis. Du coup, on se dit, quoi, à ce point, on a fait du mal à TikTok? Puis après, ils le remettent. Donc là, on ne sait pas trop. Donc, bah voilà, si vous voulez venir nous suivre, avec grand plaisir. Franchement, Retirez-vous pour voir si ça fait ouais, t'as trembler raison. le parti communiste chinois. Faut voir, ça peut avoir un gros impact. Franchement, Ouais. c'est assez rigolo. Bon, on verra comme tu as dit, avec Ouais. Trump, ce que Ça ça donnera. m'intéresse d'ailleurs, par curiosité, tu en penses quoi toi? Enfin, tu penses que ça va rester, que ça va pas rester? C'est une grosse question. Moi, je vois pas ça disparaître des États-Unis. En fait, j'arrive pas à. Enfin, je peux pas. C'est tellement gros, je vois pas Ouais, ce c'est un gros scénario arriver en move. fait. C'est un gros. Bah, il y a plusieurs scénarios. Un, c'est banni, banni, fini. Ouais. Deuxième scénario, c'est racheté, partiellement racheté, parce que c'est ça la loi en fait qui a été passée sous Biden. C'est Ouais. que Biden, qui est une organisation, enfin une boîte affiliée au Parti communiste chinois, se retire du capital. Donc il faut qu'il y ait un investisseur. Il est possible que ce soit Musk, il est possible que ce soit Ouais, j'ai Bezos, vu. etc. Ce qui serait un très léger problème de concentration des médias. Ouais, on est bien Très d'accord. très léger, tout va bien. Les gens ont un tout petit pouvoir sur l'avenir du monde. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, et c'est peut-être celle que je privilégierais en termes de probabilité, mais j'en sais rien, c'est un semi-sabotage du deal par Trump. C'est-à-dire que la loi, elle doit s'appliquer, elle est votée, donc il peut rien faire. En revanche, pour tout ce qui est décret d'application, il peut éventuellement avoir des marges de manœuvre pour faire en sorte que, en fait, la loi s'applique, mais pas tant que ça. Ouais. Donc ça veut dire rassurer les plateformes comme Apple Store Toléré. et tout ça. Voilà. Mais ça sera aussi un bon test pour les institutions américaines parce que ça ouvre la possibilité de procès. Parce Ouais, bien parce sûr. qu'il y a une loi. Ouais, bien Donc sûr. on verra. J'ai même vu des gars sur eBay qui vendent des iPhones à 50 000 $, Ah, parce j'ai qu'il y a vu moi TikTok aussi ce matin. dessus. Sur les Américains qui vendent des iPhones à genre 5 000, 15 000 $, même le plus gros, Oui, c'était j'ai vu ça ce 50 000 matin. $, parce qu'il y a TikTok installé dessus. J'ai trouvé ça Mais assez dingue. Mais vend un VPN, c'est débile, ça n'a rien à voir avec le hardware. Bah, tu l'as dit, hein, Ah, il y a un les business à faire Américains. là. Hein. Ah waouh, ah c'est Ah ouais, c'est dingue. sidérant, Ouais, c'est c'est pas dingue. surprenant, c'est sidérant. On est Ça parti fait un peu tout. dans tous les sens là, mais c'est pas grave. Moi, il y a juste une autre question que je voulais me demander. Est-ce que toi, tu as des process? D'ailleurs, toi, mais on t'a pas demandé, vous êtes plusieurs, t'es le seul fondateur? C'est parce que tu nous as dit que t'es le CEO, que t'as fondé le truc?
Oui, alors techniquement, on est 4 cofondateurs. D'accord. Fondamentalement, c'est des potes qui m'ont grave aidé au début et que je remercie énormément, qui avaient des compétences que j'avais pas. Et une fois que c'était lancé, bon, ils sont allés continuer leur propre carrière. Ils n'étaient pas du tout dans les médias ou quoi que ce soit, et qui ont eu du coup un échange de parts. Donc ça, c'est pas un mauvais modèle en fait, parce que il y a le modèle solo founder complet, ça c'est très Ouais, c'est ça. difficile. Il y a le modèle avec des cofondateurs classiques, donc tout le monde a proportion de part égale, etc. Et bien ce modèle-là, que je sais même pas si c'est un modèle en fait, mais c'est ce qu'on a fait nous. Et ça permet de pas être seul. C'était même pas prémédité du tout. À la base, on s'est lancé comme ça parce que c'est une idée qui plaisait à tout le monde, mais ça s'est fait comme ça. Mais ça permet de pas être seul, ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas seul, ça permet d'avoir d'autres compétences que les tiennes, et de lancer le truc et d'avoir comme ça une espèce de constellation de, de, de gens bienveillants, Mm. impliqués, engagés, qui ont des Mm. compétences intéressantes autour de toi. Ouais. Donc je salue Ok. mes Ouais. cofondateurs qui d'ailleurs pour la plupart travaillent encore sur certains aspects du projet, Ah, c'est énorme. un petit peu voilà, ils sont en lead des c'est un peu des intrapreneurs comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, alors je vais quand même finir ma question que je voulais te poser. Par rapport au recrutement, toi, tu as des process assez clairs pour... Enfin, on a enregistré un épisode d'ailleurs hier avec une grande architecte qui s'appelle Isabelle, qui est basée en France, qui est un peu, elle a fait dans plein de boutiques de luxe et tout ça. Et elle nous a dit que elle, son process, c'est que l'humain. C'est quasi que l'humain. Elle se focus uniquement là-dessus. Pour elle, l'humain, c'est ce qui va justement. Bon, après, tu as beaucoup de marge, tu peux te tromper, mais pour elle, après, tous les skills, tous les trucs, c'est des choses qui peuvent s'apprendre sur le tas. Et pour elle, la plus grande qualité chez ceux qui postulent, c'est vraiment l'humain. Toi, c'est quoi votre méthode à peu près? C'est l'inhumain. C'est vraiment on cherche des bâtards, Tu t'en fous des gentils. on cherche de la haine. Voilà. Ouais. Euh, et ça m'intéresse j'écouterai ce podcast avec intérêt. Euh, il y a quand même des compétences à avoir. C'est-à-dire, si tu as le temps de train les gens, de leur apprendre des choses, euh, je serais tout à fait d'accord avec cette intervenante-là, pour dire fondamentalement, tu as envie de gens motivés, bien, respectueux, intéressants, humains. Euh, mais quand tu es une toute jeune boîte et que tu cherches des compétences que toi, tu n'as pas, en fait, tu cherches des gens qui vont t'apprendre des choses, par exemple, des gens qui sont meilleurs que moi sur les réseaux sociaux, qui sont plus jeunes, qui sont plus TikTok, qui sont plus des gens qui savent faire du montage vidéo, typiquement chez nous, il faut qu'il y ait ça quand même Ouais, bien sûr. parce que tu as besoin de gens qui sont opérationnels Direct. le lendemain matin. Tu n'as pas le temps de les onboarder parce que déjà, c'est des compétences que tu n'as pas d'équipe pour le faire et tu as, en tout cas au début, très peu de fonds pour avoir le temps t'as pas un an de runway Pour pour les passer 3 former mois et tout. de Ouais. formation. Donc, pour des grosses boîtes ou pour des gens qui peuvent avoir et le temps et les compétences de former, je serais d'accord. Pour nous, non. Il faut quand même cocher certaines cases. Je suis pas du tout bon en recrutement, moi, personnellement. Ouais. Ouais, alors déjà, je suis pas sympa parce que j'acquiesce beaucoup et je suis très sympa pendant les interviews. Ouais. Et donc, les gens sortent en se disant, ah, c'est dans la poche, Alors que alors que pas, finalement, pas du tout. pas du tout. Je suis pas très sympa, donc j'essaie je fais pas exprès du tout, hein, Ouais. et j'ai du mal à choisir entre plusieurs profils souvent. Je me dis, ah, il est quand même bien. Ouais. Mhm. Donc, c'est quand on est, et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont très forts à ça. Et dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte quand même fondamentalement qu'on n'a pas tous les mêmes facilités de compétences et il y a des choses sur lesquelles on est meilleur et des trucs sur Bien lesquels sûr, bien faut, sûr. faut, faut qu'on bosse. Là-dessus, moi, je suis pas très bon et il y a des gens qui ont notamment dans mon équipe, qui ont un petit flair. Je le sens pas. Je le Ok. sens pas. C'est, alors, je vais essayer de peser mes mots parce que ça peut être mal interprété. C'est parfois des compétences féminines. Mhm. C'est-à-dire que je sais pas si c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de DRH femmes, mais souvent, et je suis pas en train d'essentialiser quoi que ce soit, je pense pas du tout que ce soit essentiel ou biologique, je pense que c'est acquis, Ouais. mais la perception des menaces, euh, peut-être parce que être une femme d'une manière générale, c'est être beaucoup plus menacé dans le monde patriarcal dans lequel on vit. Souvent, pas mal d'entre elles
j'ai remarqué, c'est de l'hypothèse que je fais, c'est vraiment du bullshit, mais Mmh. développe une manière de percevoir les gens qui est plus fine que nous autres mecs débiles. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Non, Mais mais ouais, bien voilà, en sûr. tout cas, identifier, c'est pas toujours le cas. Il y a, par exemple, j'ai un employé dans mon équipe qui est un employé et qui est très très fort à ça aussi. Ouais. Et donc, trouver les gens dans votre équipe qui, euh, qui ont ce sixième sens et faites-leur un peu confiance. Je sais pas si je l'ai assez fait, moi, pour être franc, j'ai fait des erreurs. Mmh. Mais voilà, si c'est pas votre truc, déléguez. Ok, ok, Ce ok, qui est trop vrai bien. pour tout d'ailleurs. En tout cas, c'est une belle aventure That's Why, vraiment, chers auditeurs, allez-y sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est des vidéos assez chouettes à regarder en plus. Et puis, franchement, ça vaut le détour. Qu'est-ce qui te motive encore le plus aujourd'hui, Nathanaël, de te lever le matin et de bosser sur That's Why? C'est quoi ta première grande source de motivation? Ah, c'est marrant que tu poses la question, parce que ça a récemment rechangé. Ok. Il y a eu toute une période que je recommande à personne où c'était créer un truc gros, aller chercher le maximum de fonds, une espèce d'hubris un peu comme ça, qui est peut-être utile à un moment. Mais depuis quelques mois, c'est vraiment le contenu. C'est le seul truc qui fait que je suis content ou pas. Des fois, il y a des vidéos, elles se plantent. On a des difficultés à croître sur certaines plateformes et tout. Mmh. Mais si j'ai l'impression que le contenu est bon, si j'ai des retours qualitatifs de gens que je connais ou pas qui m'écrivent, qui disent ah c'était hyper intéressant, c'est ça qui me motive. C'est D'accord. ça qui me c'est plus forcément l'idée de faire de créer un mastodonte. Ça reste là. J'espère que je fais ce qu'il faut pour que ça se fasse. Mais pas là où est mon kiff et ma motivation. Et je Sur pense le que c'est sur le contenu, t'es plus dans l'idée, plus qualitative ou plus en termes de quantité? non, C'est qualitative, que vraiment, qualitative. et à l'époque, jusqu'à récemment, c'était oh là là, s'il y avait une vidéo qui se plantait, qui faisait très peu de vues, ça pouvait me pourrir la vie. S'il y avait un investisseur qui finalement venait pas, ça pouvait me pourrir la vie. Ça peut encore, je pense, mais là maintenant, non, c'est vraiment presque naïvement, est-ce que le script est bon, est-ce que le montage est bon, est-ce que je suis fier de là ou du journaliste qui l'a fait, est-ce que je suis fier de moi si c'est moi qui ai écrit le script. Voilà, c'est assez Ok, basique, mais ok. Très cher Nathanaël Chouraki, faux cousin de Gab, j'ai une vraie question à te poser là. Est-ce que tu as des rêves ou des objectifs que tu as toujours pas, enfin j'imagine que tu n'as toujours pas atteint, mais est-ce que tu as en fait je sais pas, sur une certaine horizon, il y a des objectifs que tu aimerais, que tu te bats tous les jours justement bon, ça ressemble un peu à l'autre question, mais c'est Même un rêve, si t'as un rêve ouais, que un tu rêve, aimerais ouais. réaliser. euh, que That's Why soit le tableau de bord du gentilhomme du 21e siècle. C'est-à-dire, idéalement, That's Why sur les réseaux sociaux, c'est un hook, c'est une manière d'attraper les gens où ils Ouais. sont. Et le rêve, c'est de les emmener ailleurs. C'est-à-dire que il y a une super vidéo, ceux qui voient sur Insta, ils disent ah mais j'ai jamais réfléchi à ça. Ils cliquent et puis ils vont sur un documentaire qu'on a produit nous ou un bouquin qu'on recommande ou un jeu interactif pour davantage comprendre un sujet ou un appel à l'action qui peut être du don, du volontariat, tout ça pour Ouais, bien agir. sûr. Donc une espèce de progression en cercle concentrique comme ça, Ok. qui permettent aux gens d'à la fois mieux comprendre et mieux s'engager. Mais en tout cas, on te le souhaite et on vous le souhaite. On espère que ce sera comme ça. Et alors, juste avant de clôturer cet épisode, on a quelques petites questions de fin un petit peu qui sont plus générales sur l'entrepreneuriat et sur That's Why en l'occurrence. Ma première question, c'est comment est-ce que toi, tu verrais That's Why dans 5 ans, horizon 2030? Ah bah je viens de te le dire, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. 2030, ce serait bien, ouais, qu'il y ait du docu, qu'il y ait du papier, qu'il y ait du bouquin, qu'on amène vraiment les gens ailleurs, qu'on arrête d'être dans
l'épilepsie permanente des Ouais. réseaux sociaux et qu'on fasse ce que vous faites déjà, c'est-à-dire du contenu long, du contenu Ouais. plus approfondi et qui mène, on l'espère, à l'action. Ouais, c'est ça. Mmh. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêverait de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je sais pas, qu'il soit salarié ou pas, mais il sait pas trop, enfin, il a pas forcément d'idées, en fait. Ah bah, le faites pas! Le faites pas? Le Ah faites désolé de pas, vous casser là. restez Ah jusqu'à bah que vous ayez une oui! bonne idée? Oh bah ou pas, mais ah désolé si ça casse la baraque, Non, non, mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans le discours tout le monde doit être entrepreneur, il faut être indépendant, il faut sois ton propre patron. Pas du tout. Il y a des jours où moi j'ai très envie d'avoir un patron, l'idée de servir quelqu'un qui s'y connaît mieux. Moi des fois j'ai envie qu'on me dise voilà c'est ça qu'il faut faire Internet. Je suis ton employé. Ouais c'est ça, un employé comme ça discipliné qui fait du bon travail mais qui part à 17h30. Ouais. Oui. Non, si vous avez pas d'idée, déjà vous allez, je sais pas ce que vous allez faire, vous allez galérer. Et puis non, ne croyez pas du tout tous ces influenceurs à la Yomi Denzel qui vous shame d'être des employés il y a pas du tout de honte à ça. C'est très difficile d'être entrepreneur, c'est très difficile Bien sûr. de faire de l'argent en tant qu'entrepreneur, donc c'est pas forcément même un choix économique. Être employé, c'est pas une arnaque. Je sais pas qui a inventé ça. Non, vous pouvez même être intrapreneur, vous pouvez exercer votre métier avec art, et parfois vous pouvez être même beaucoup plus innovant à l'intérieur d'une structure qui existe déjà, si c'est pas votre structure, parce que être entrepreneur, bah, ça veut dire s'occuper de compta, de Ouais, il y a moins de juridique, de responsabilités manager, dans machin. une structure. C'est ça, et tu peux, si c'est une bonne structure, bah, ça peut te permettre d'innover davantage à ta place. Mm. Et non, restez à votre place, vous emmerdez pas. Non. Bon alors, imaginons que une personne a une idée et se lance dans l'entrepreneuriat. Imaginons. Ouais. Avec ton expérience, toi, quelles compétences tu considérais comme vraiment, tu vois, essentielles ou très importantes pour pouvoir être un minimum dans la réussite? Ah là là, mais j'ai envie de dire un truc que tout le monde vous a dit, je pense. Non, C'est mais la persistance, mais c'est naze. non, mais c'est assez vrai. En fait. Je pense que c'est Tout le monde vous l'a dit. certainement. Ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, j'ai un vrai snobisme sur tout ce qui est trucs motivationnels sur LinkedIn et machin. Mm. Ouais. Mais des fois, ils ont raison. C'est vrai, la persistance. Ouais. Franchement, vraiment show up et follow up. Y a que ça qui marche, quoi, Tenter en le fait. truc et j'ai un ami qui m'a dit, tu l'as dit un truc intéressant. Il m'a dit c'est vrai, la persistance c'est la clé du succès. C'est aussi la clé de l'échec. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir Ouais, pivoter, arrêter et tout ça. Mais ouais, fondamentalement, la c'est persistance. difficile. Personne n'est là pour t'aider. Et vraiment, follow-up, continuer, y croire. J'ai l'impression que c'est un peu vide, mais Non, mais c'est la t'es bien clair. vérité. Et, mais c'est bien d'être le nez sur le guidon, d'être épuisé, que ton boulot, ce soit ta vie, machin. Ça aide Mm. à trouver des solutions. En revanche, prendre des vacances, ça aide à innover, Ouais. paradoxalement. C'est-à-dire, quand tu es sur le nez sur le guidon en permanence, que tu dis, tu as l'impression que si tu laisses un truc échapper, bah c'est ton bébé qui meurt ou c'est ta vie et tout ça. Mm. C'est très pénible en termes de santé mentale, mais ça te permet des fois de choper des trucs et de pas laisser tomber. En revanche, t'es jamais innovant quand tu fais ça. Ouais. T'as l'impression de l'être, mais t'es dans une boîte. Ok. Donc, conseil de santé mentale, pareil, de retour sur LinkedIn, prenez des vacances. Je m'y suis remis récemment. J'en avais pas pris pendant, je pense, 3-4 ans. Et ça fait du bien. Et d'ailleurs, je dis pas qu'il faut prendre des vacances avec pour horizon le travail, parce que ce serait vraiment, vraiment pervers comme manière de penser. Ouais. Mais sachez, si vous avez besoin de vous convaincre ou de convaincre qui que ce soit que si, c'est bon pour le travail, c'est vraiment bon pour le travail. Ouais, absolument. Ah, vous voyez les trucs Ouais. 1000 fois différemment. Mais bon, ça, c'est existentiel, donc si vous l'avez pas fait, ça sert à rien que je le dise. Et si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, ce serait qui et quelle question t'aurais voulu lui poser? Oh, Si t'avais son numéro de téléphone, là, comme ça, tu peux l'appeler, là, à disposition, là. oh là là. Même des gens question, hyper intouchables. Hein.
Ouais, non, mais je pense Elon Musk. Pourquoi tu fais ça? Ouais. Arrête-toi. S'il te plaît, écoute. Allez, prends des vacances, là, Ouais, c'est exactement. ça, prends des vacances. Allez, respire, fous-nous la paix. Ouais. Voilà. Ok. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a des entrepreneurs que tu aimerais voir participer à ce podcast, à la voix de l'entrepreneur? Ouh, dans ma branche, je sais pas si, alors, je m'excuse si ça lui plaît pas, mais il y a deux gars qui font un truc super sur les réseaux et qui injectent de l'intelligence. Alors eux, ils sont plus dans la science, science Ouais, dure, mais pas seulement. C'est les gars d'Explore Media, j'adore. Jérémy Nakache. Ah, j'adore Voilà. Explore Média. Ok. Ouais, je vais chercher, voilà, je suis allé chercher dans les francophones, mais c'est super Explore Media et s'ils veulent vous parler, je pense qu'ils auront des choses Ah bah ça intéressantes serait à vous vraiment dire sur chouette, moi. ouais. Parce que Ouais. vraiment, vraiment sincèrement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça fait longtemps que je vois. Et puis ouais, c'est vrai que c'est axé très science et vachement intéressant. C'est bien monté, bien ficelé. Non, non, c'est vraiment chouette. Franchement, ça serait cool. Franchement, ça serait cool. C'est très quali, c'est très quali. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Nathanaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Avec infiniment. plaisir, merci à vous. Franchement, ton parcours est hyper inspirant, du Quai d'Orsay à la création de ton agence slash média et toutes tes expériences. Vraiment, c'est incroyable. Donc, vraiment bravo et je crois qu'on peut te souhaiter tout le bonheur avec That's Why. Et puis voilà, chers auditeurs, comme on l'a dit, allez suivre That's Why. On vous met de toute façon le lien dans la description. Donc, juste à cliquer et à follow. Euh, Instagram. Instagram. On est là. Et puis voilà, pareil, toi aussi, je crois on peut te suivre, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta. Si On vous peut se voulez, si vous retrouver. voulez, Voilà. avec grand plaisir. En tout Impeccable. cas, merci infiniment. Vous faites un super beau travail et c'est génial de vulgariser l'entrepreneuriat. Bah, c'est Là-dessus. avec plaisir qu'on le fait en tout cas. Nous aussi d'ailleurs, en parlant de réseau, on y est. Donc allez nous suivre, on en a aussi besoin. Voilà, on vous l'a dit, Instagram, TikTok, LinkedIn. Je sais même pas si on est sur Facebook, on devrait peut-être y réfléchir 2 fois finalement. Quoique on target moins les anglophones et les américains, donc ça pourrait suffire. Voilà, un petit commentaire, un avis, une note, vous le savez, ça nous aide beaucoup. Et puis nous on se retrouve dans 2 dimanches pour un nouvel épisode, avec un tout nouvel invité évidemment et plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. Merci à vous d'être aussi fidèles, et puis à très vite, ciao ciao tout le monde.